C'est l'heure du petit clap de début. Bonjour à tous, ici Thomas Amoudi et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui, on va s'intéresser au titre de vos images. Au moment de publier vos images, que ce soit en ligne, pour un magazine, pour un prix, une exposition, bref, que sais-je, est-ce que vous devez leur donner un titre? Alors c'est une question qui paraît toute simple comme ça, mais qui soulève beaucoup plus de sujets qu'il n'y paraît. D'ailleurs, je vous préviens tout de suite, ici on va parler que du titre des photographies. Tout ce qui est signature sur les images, c'est pas le sujet, et de toute façon, c'est non. Signez vos tirages plutôt, c'est tout de suite beaucoup plus classe. Et aussi, j'ai remarqué un truc, plus l'image est moche en général, plus il y a une grosse signature collée dessus, alors que du coup, elle n'a pas de chance d'être volée. Donc c'est un peu un paradoxe. Et en plus, on peut les enlever facilement, je vous mets un lien dans la description, vers une vidéo de Jamie Winsord à ce sujet qui est très bien. Donc je ferme la parenthèse, on va parler des titres de vos photographies. Comme d'habitude, il n'y a pas de réponse et de vérité absolue à ce sujet. Dans cette vidéo, je vais plutôt vous donner des pistes de réflexion pour vous décider qu'une recette toute faite à appliquer et la grande réponse à ce sujet. Ce sera à vous de vous décider selon vos projets et vos images. La première chose à avoir en tête quand vous voulez titrer vos images, c'est la notion de distance avec le lecteur. Alors, je vais m'expliquer. Le lecteur, il est informé de votre intention par deux chemins. Le premier chemin, c'est votre photographie, ce que vous allez y mettre dedans. Donc ça va se passer un peu comme ça. Imaginez que ça, c'est une photographie. C'est un paquet de cordes de guitare, mais ça le fait quand même, il y a une image dessus. Moi, je produis cette photographie, je mets une intention, j'essaie de raconter quelque chose avec, etc. Et le lecteur voit cette photographie, et à son tour, essaye de l'analyser, d'en tirer quelque chose lui-même, etc. Donc, moi, je produis l'image informe le spectateur. Ça se passe comme ça. Ça, c'est le premier chemin. C'est plutôt indirect. La deuxième façon d'informer le lecteur de votre intention, c'est directement en s'adressant à lui via le texte. Donc vous avez ces deux canaux à votre disposition pour retranscrire plus ou moins votre intention, si c'est important pour vous. Parce qu'en fait, c'est à vous de choisir. Il va y avoir des cas où c'est intéressant de laisser le spectateur seul devant l'image et un peu l'interpréter et en faire sa propre sauce et, entre guillemets, voir comment ça le fait réagir et le laisser l'interpréter pour lui. Et dans d'autres cas, c'est très important aussi de le guider beaucoup pour pas que ce soit mal interprété, que le travail soit clairement compris. Donc ça, c'est la notion de vérité. Et dans certains travaux photographiques, certains types de travaux, elle va être très importante, comme par exemple le photojournalisme, et dans d'autres, elle va l'être beaucoup moins. Par exemple, en paysage, c'est beaucoup moins important, enfin, il y a beaucoup moins d'enjeux autour de ce sujet. Mais le plus simple pour illustrer ça, c'est de laisser Henri Cartier-Bresson vous en parler un petit peu. Certaines photos doivent se passer de légende, peut-être juste une indication de lieu et de date. D'autres photographies, elles doivent être situées dans leur contexte, parce que c'est là qu'il peut y avoir une tricherie. Prenons par exemple une photographie que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. J'étais tellement bouleversé en voyant un gosse à Cochin, dans le sud de l'Inde, qui dormait. La tête était très belle, un enfant n'est pas une tête misérable. Et les poignets, les chevilles étaient coupées, ni main ni pied. J'étais en Inde il y a 15 ans. J'ai vu beaucoup d'enfants atrophiés, des mendiants, c'est un moyen de gagner leur vie. On ne voit plus ça. Alors si on dit l'Inde est comme ça, c'est une malhonnêteté. Mais tout de même, cet enfant était là. Ça, c'est une photographie de dame en tablier dans un village, les bras croisés, en train d'écouter. On ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. Et puis il y a le chien qui est là, ils sont tous groupés sur les marches. On ne peut pas montrer pile et face dans la photographie. Alors si on n'indique pas que ces dames sont en train d'écouter De Gaulle qui leur parle, eh bien, ça n'a pas d'intérêt. Ou ça retire beaucoup d'intérêt. C'est un plat qui n'est pas présenté complètement. Je crois que la légende doit être simplement une chose qui cerne la photographie, qui est peut-être en contrepoint quelquefois, mais tout ce qui n'entre pas dans l'appareil photographique doit être inscrit. Comme vous voyez, les solutions dépendent vraiment des images et de votre travail. Nous, on va prendre 3 exemples comme d'habitude, parce que je pourrais en prendre 15, mais ça fera des vidéos un peu longues, 3 c'est bien. On va prendre 3 exemples pour étudier 3 types d'approches possibles quant au texte dans la photographie. Le premier exemple dont je voulais vous parler, c'est Infinito de David Jiménez. J'ai vraiment un accent espagnol de merde, Jiménez. Donc là, c'est l'exemple extrême où le livre ne contient aucun texte. Vous n'avez que les photographies. Il n'y a pas de texte d'introduction au début, et il n'y en a pas non plus à la fin. Les seules mentions qu'il y a, ce sont les mentions légales, d'impression, etc., le nom de l'éditeur, mais vous avez le titre et seulement les images. Donc là, c'est le cas où le photographe ne laisse
aucun indice au spectateur sur ce qu'il voulait faire. C'est vraiment à vous d'interpréter le livre. David Jiménez, c'est un artiste qui est né à Séville, en Espagne, en 1970, et actuellement il est basé à Madrid. Sa photographie nous rapproche du quotidien et de cette relation un peu mystérieuse entre tous les objets qui nous sont familiers parfois. Sous la forme de livres, d'expositions ou de projections audiovisuelles, il a été montré un petit peu partout en Espagne et en Europe, et fait partie de nombreuses collections publiques ou privées. Il a remporté le prix du meilleur photographe à Photo España 99 et le prix de la ville de Madrid en 2008. Et à ce jour, il a publié 5 livres et monographies. C'est pas mal. On va parler un peu plus en détail d'Infinito que je viens de vous montrer. Infinito de David Jiménez est considéré comme l'un des livres photographiques espagnols les plus novateurs publiés au début des années 2000. La parution de cette œuvre, mise en lumière dans plusieurs publications prestigieuses, notamment dans l'histoire du livre photographique de Martin Parr et Jerry Badger, dont on reparlera, a été une source d'inspiration pour de nombreux photographes en Espagne et à l'étranger. Donc ce livre est considéré comme une étape importante dans l'histoire du livre photo espagnol, en raison de son récit fragmenté et de son aspect livre-objet. Comme je vous le disais, il y a très peu de texte, donc c'est un objet qu'on parcourt, qu'on regarde, etc. Mais c'est pas vraiment non plus un livre, parce que justement, le propre d'un livre, c'est quand même de contenir du texte, et là, il n'y en a pas. Il est aussi connu pour sa capacité à générer de multiples lectures. Vous lui passez 10 à 10 personnes, vous leur demandez ce qu'elles en ont pensé, et vous aurez 10 réponses différentes, justement parce qu'elles ne sont pas guidées par le texte. Et ça, c'est dû au fait que ces œuvres contiennent souvent des clés qui sont un petit peu cachées au fil des images, et qui invite le spectateur à construire sa propre interprétation. Il n'y a aucun texte, justement, pour laisser le plus de place possible au spectateur, et ça en devient une expérience auquel il participe. Après cet exemple un peu extrême où il n'y a aucun texte, on va prendre un exemple de photojournalisme, où là le texte est présent pour guider le spectateur et lui expliquer ce qu'il voit, où ont été prises ces images, le sens qu'elles ont et ce qu'elles racontent dans le récit journalistique. L'exemple que l'on va prendre pour ça, c'est Les Paradis, rapport annuel de Wood et Galimberti. Les Paradis, ça ressemble à ça, c'est un livre sur les paradis fiscaux, donc c'est mis dans un grand coffret. C'est un ouvrage plutôt costaud qui a été produit par Delpire. C'est vraiment très très bien fait comme bouquin. C'était vraiment de mes coups de cœur de l'année dernière, mais je vais vous en parler un petit peu. Donc Les Paradis, c'est un livre de Paolo Wood et Gabriele Galimberti. Donc Wood était l'élève de Galimberti avant, et l'histoire du bouquin est partie d'une petite blague entre eux. En fait, Galimberti avait fait un travail photographique, je ne sais plus lequel, et il avait donc gagné de l'argent, et il avait reçu une fiche d'imposition du gouvernement italien qui lui demandait 50% de ses revenus. Et en fait, en parlant avec Wood, en blaguant, il lui a dit que ça lui cassait un petit peu les pieds et qu'il devrait planquer ça dans un paradis fiscal. Et là, ils ont eu l'idée de se dire, si on allait voir comment ça marche. Et c'est de là qu'est né ce reportage journalistique sur ce milieu très opaque des paradis fiscaux. À ce sujet, il déclare « Cela nous a pris presque 3 ans. Nous avons voyagé dans différents paradis fiscaux pour donner visage à un phénomène qui, par définition, n'est pas concret et ne se déroule nulle part. Nous avons découvert des choses et mis à mal des clichés. Ainsi, on ne peut pas ouvrir un compte aussi facilement que ça. Au contraire, si vous n'êtes pas multimilliardaire, votre argent ne les intéresse pas. » Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas multimilliardaire mais que vous voulez profiter d'un paradis fiscal, cette vidéo vous aura aussi appris que vous ne pouvez pas. Désolé. Donc afin que le spectateur soit clairement informé de ce qu'il voit, le texte a une très grande place dans l'ouvrage. Vous avez donc forcément les légendes des images qui disent où elles ont été prises, dans quel contexte, etc. Vous avez aussi forcément des essais qui racontent ce travail journalistique, et des infographies donc, qui sont très bien faites. Ce ne sont pas des simples graphiques, mais par exemple pour faire des statistiques, ils vont prendre des coupes de champagne ou des boîtes Starbucks, etc. Donc, il y a eu un vrai travail sur la partie graphique de ces infographies, justement. Mais voilà, le texte est très présent pour vous guider et qu'à la fin de la lecture du livre, vous ayez compris le message des auteurs. Ainsi, le livre porte sur les paradis fiscaux. Et c'est ça qu'on veut vous faire comprendre via le texte, c'est pas juste des photographies de lieux paradisiaques. Ces paradis occupent aujourd'hui une place centrale dans l'actualité politique et économique mondiale. Ce sont des sommes énormes d'argent qui circulent, qui appartiennent à de riches particuliers ou à des grandes entreprises, qui cherchent à échapper à certaines réglementations financières pour réduire leurs impôts. Donc, ce livre, c'est vraiment un tour du monde de l'évasion fiscale, de Singapour aux îles Vierges, ça passe par la Cité, les îles Caïmans, le Luxembourg, les Pays-Bas, et nous plonge vraiment dans ce monde feutré des paradis fiscaux, en montrant cette réalité méconnue et souvent fantasmée. D'où l'intérêt de vraiment bien l'expliquer, justement pour casser ces fantasmes et montrer la réalité du terrain. C'est vraiment très loin des plages de sable fin et des cocotiers qu'on peut avoir en tête. Donc ça, c'était pour le livre qui utilise beaucoup le texte justement pour vous guider. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il ne se contente pas de ce que l'image vous montre, mais vous guide aussi directement via le texte pour que vous compreniez le contenu. Donc on a vu un cas où il n'y a aucun texte et où vous faites votre propre avis, un cas où le texte vous guide pour que le message soit bien clair, et on va en étudier un dernier qui utilise le texte de façon un peu plus créative. C'est le cas de Gillian Wearing, une photographe qui n'utilise
pas forcément le texte pour guider le spectateur dans le bon sens. Diane Waring, c'est une photographe anglaise qui est née dans les années 60 et qui est active dans le milieu de la photographie et de l'art conceptuel en Angleterre. Elle vit et travaille à Londres et a eu le prix Turner en 1997. Donc là, je vais prendre une image pour vous expliquer sa démarche. La photographie que vous voyez à l'écran s'intitule « Autoportrait à l'âge de 17 ans », sauf qu'il a été pris en 2003, ce qui veut dire que sur l'image ci-dessus, Diane Waring a 40 ans en fait. La légende est plutôt trompeuse et c'est ça que j'entendais par un usage du texte qui guide le spectateur dans le mauvais sens. Sur cette photographie, Diane Waring porte un masque et une perruque et est habillée de manière identique à une vieille photographie d'elle prise dans un photomaton à Birmingham 20 ans avant. Elle en a reproduit chaque détail, vêtements, coiffure et même le rideau qu'elle a acheté au dernier fabricant en produisant encore. C'est un travail préparatoire qui lui a coûté la modique somme de 10 000 $ pour une seule photographie. C'est une façon pour elle de travailler sur ce que c'est le portrait. De cette façon, elle suggère que les visages sont aussi impénétrables que des masques et qu'on ne peut pas vraiment aller au-delà. C'est pour ça qu'elle joue avec ça. Elle en a fait une autre photographie sur le même principe, que je vous montre aussi, où cette fois elle reprend la place de son père, toujours avec le même procédé, en utilisant un masque, un décor, un costume, etc., pour reproduire la photographie de l'époque. Donc là, on a clairement le cas où Diane Waring intitule sa photographie « Autoportrait à 17 ans », alors qu'elle en a 40 sur l'image. Mais en l'intitulant ainsi, quand vous lisez le titre et que vous voyez la photographie, et vous captez pas tout de suite qu'elle joue sur cette apparence et sur le masque qu'elle porte pour vous duper. Donc là, c'est vraiment un usage plus créatif du texte, et c'est pas interdit si vous n'êtes pas photojournaliste. Si vous êtes photojournaliste, il y a quand même une éthique. Quand vous photographiez, je sais pas, une manifestation, bah, vous pouvez pas dire que c'en est une autre, etc. Là, il y a vraiment des contraintes métiers autour de ça. Mais si vous êtes purement dans une démarche artistique et créative, il n'y a rien qui vous empêche de jouer sur les images et leur titre pour un peu induire le spectateur en erreur. Pour un dernier exemple là comme ça que je vous affiche à l'écran, ça c'est l'élevage de poussière de Man Ray, donc une photographie qui a été prise dans l'atelier de Marcel Duchamp, et c'est pas un vrai élevage de poussière. Bon là, à l'inverse de la photo de Diane Waring, on s'en rend compte, mais encore une fois, le titre est utilisé pour un peu guider le spectateur, et là plutôt l'envoyer dans quelque chose de surréaliste, parce que c'est un peu le mouvement auquel appartenait Man Ray. Donc au final, je vous laisse vous faire votre propre idée sur ce sujet. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous aimez faire pour vos images. Mais il faut vraiment voir le texte comme un outil et non une nécessité. Vous pouvez titrer, pas titrer, un petit peu, mentir, pas mentir, mais c'est vraiment à vous de décider en fonction de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez transmettre au spectateur par ce canal-là. Par exemple, pour mes photographies, je fais quelque chose d'assez mixte. Sur les pages où je vais présenter les images, je vais juste mettre le lieu et l'année, pour les photographies de rue par exemple, mais souvent je fais un petit article à côté où je réexplique un peu ma démarche, comment j'ai fait tout ça, etc. Donc il y a un peu les deux. Si vous allez juste voir les photographies, bah, vous savez à peu près quand elles ont été prises, dans quel contexte, et si vous creusez, bah, vous pouvez savoir tout en détail si besoin. Mais encore une fois, c'est vraiment chacun qui le fait selon l'envie qu'il a de communiquer avec le spectateur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aidera beaucoup à vous décider de quoi faire sur vos titres. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à lui laisser un petit pouce bleu ou vert ou violet si vous arrivez à le faire. Sur YouTube, il n'y a que bleu, mais si vous arrivez à faire autre chose, faites-le. Et à vous abonner. Je vous mets aussi dans la description un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Il parlera pas de titre, mais il vous parlera plein de choses pour vous aider dans votre projet. En plus, il est gratuit. Moi, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous en attendant.